Bonjour à tous et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Yanda ce matin, je lis les informations des personnages, partie je ne sais combien, de toute façon je ne sais jamais quelle partie c'est. Vous le savez, parce que c'est sur la miniature, mais, enfin plutôt sur la description. Bref. Alors, nous avons 3 personnages. Alors la dernière fois on s'est arrêté au club de cuisine. Alors je sais pas pourquoi, mais il y a un nouveau perso ici. Parce que il a sûrement quelque chose à voir. Je sais pas si c'est français, avec ces personnes-là, parce que oui, ils portent un kimono et tout, un peu de l'époque, enfin un kimono, moi y compris, des trucs un peu japonais anciens, voilà, et on a lui qui vient tout juste d'apparaître aujourd'hui, enfin aujourd'hui ou demain, je ne sais pas, hier, waouh, je suis désolée. Alors, 3 certes, ça fait pas beaucoup, mais je crois que ces deux-là, oui, ces deux-là ont quand même une bonne description, on va dire, ou peut-être ces deux-là, je ne sais plus. Mais il y en a quand même qui ont des bonnes descriptions et ça nous fera quand même une petite vidéo. Alors je sais qu'aujourd'hui, de base, ça devait être une vidéo sur Mission Mode. Sauf que, bah, s'il y a un nouveau perso, je fais une vidéo comme ça. Après, peut-être que j'aurai le temps juste après cette vidéo-là de faire la vidéo Mission Mode. Mais au moins, ça fait une petite vidéo. Et ça fait plaisir. Après, il faudra attendre 3 ou 4 personnages suivant leur histoire, la longueur de leur histoire. On verra. Mais comme ça, au moins, on est good. Alors, c'est parti. J'ai pas d'eau à côté de moi. Souhaitez-moi bonne chance pour ma gorge. Je me rappelle, j'avais fait une vidéo. Sauf que je l'ai supprimée parce que bah, j'ai fait n'importe quoi. Et lui, je l'avais déjà lu. Alors, je me rappelle un petit peu. Alors, c'est pour ça que... Et pas trop. Du coup, je vais relire ce que j'avais déjà vu une fois. Bon, c'est pas grave. Alors, oula, le nom. Je suis désolée, pardon, je fais les choses à moitié, je parle, mais je ne fais pas grand chose. Voilà, c'est lui. J'ai pas dit son nom. Ça commence bien. Bon, il a pas. Voilà. Voilà vu. Il s'appelle Kaneira. Kaneira Aishi. Désolé, hein, j'arrive pas trop les noms et tout. Hein. Kaneira est né en 1888 dans un village rural. C'était un jeune homme gentil et terre à terre avec un comportement calme qui attirait les gens vers lui. La chose la plus gentille que quelqu'un lui a jamais dit était « Tu es comme une lanterne dans l'obscurité ». Ce compliment était si touchant pour lui qu'il s'en souvient pour le reste de sa vie et essaya toujours de l'incarner en apportant chaleur et réconfort aux gens qui l'entouraient. Un jour, Kanaïra rencontra la même fille 2 fois, ou plutôt, il rencontrera une paire de une paire de jumeaux, Kugi et Aishi, et Iki. Kugi Aishi et Iki Aishi, malgré leur similitude physique, leur personnalité n'aurait pas pu être plus différents l'une de l'autre. Oh, il y a l'aspirateur. Bon, on va continuer à lire, après je couperai juste une petite minute. Pardon, je suis désolée. Leur personnalité n'aurait pas pu être plus l'une de l'autre. Kanaïra se sentait attirée par Iki, la plus douce des 2 sœurs. Elle était exactement le genre de femme qu'il avait toujours rêvé de rencontrer et d'être. Tragiquement, Iki a disparu un jour et n'a jamais été revu, ce qui a laissé Kanaïra absolument dévastée. Bien qu'il ne la connaissait que depuis très peu de temps, il passait le reste de sa vie à se demander ce qui lui était arrivé et se demander à quoi aurait ressemblé sa vie sans elle à ses côtés, et à se demander s'il aurait pu faire quelque chose pour empêcher sa disparition. Pardon, Alors, ça m'a dit... Si vous rappelez-vous des 2 jumeaux, moi je me rappelle très bien. À sa grande surprise, celui qui l'avait réconforté pendant qu'il était au deuil était Kugi. Il s'entendait à ce qu'elle soit celle qui avait besoin de consolation. Après tout, c'était Kugi qui avait perdu une sœur, pas lui. Cependant, les efforts de Kugi pour adoucir son chagrin lui faisaient chaud au cœur, et il se sentait progressivement attiré par elle. Le fait que l'apparence physique de Kugi soit presque identique à celle de Iki cela a aidé Kugi, tous les noms là, à devenir la remplaçante de Iki dans le cœur de Kanaïra. Kanaïra se détestait d'avoir ses pensées et parfois il prétendait que Kugi était Iki pour faire face à la mort de Iki. Bien sûr, c'était son secret le mieux gardé et quelque chose qui ne laisserait absolument jamais savoir Kugi. Kanaïra a épousé Kugi en 1909 et leur union a été bénie par la naissance de leur première fille, Azabiki, on connaît aussi, en 1910, attendez, je fais une pause. C'est bon.
Pour Kanaïra, Azabeki était une source de pure joie, mais Kugi ne semblait pas avoir beaucoup d'amour pour son propre enfant. Il adorait Azabeki, essayant de compenser la négligence de sa mère, mais Kugi semblait s'éloigner de plus en plus d'Azabeki à mesure que l'enfant vieillissait. Lorsque la deuxième fille naît en 1919, Kanaïra ressent un changement troublant. Kugi semblait presque soulagée, comme si le nouvel enfant était la vraie fille qu'elle attendait. Le contraste dans la façon dont Kugi traitait ses deux enfants lui pesait lourdement bien, qu'il a rarement exprimé sa désapprobation. Kanaïra n'était pas un homme de conflit, préférant endurer silencieusement le chagrin plutôt que de briser une paix fragile. Malgré cela, Kanaïra n'a jamais perdu son amour pour Kugi. Il a longtemps cru que sa froideur était un mécanisme de défense pour simuler les vulnérabilités qu'elle souhaitait cacher au monde. Pour lui, c'était une femme endurcie par le poids de quelque chose qu'il ne pouvait pas comprendre pleinement. Il n'a jamais soupçonné sa vraie nature, ni appris l'existence du sang qui tachait ses mains. Parce que rappelez-vous, hein, les sœurs, hein, il y en a une qui a tué l'autre. Rôle, ancêtre, statut, mort, personnalité gentille, apparence de passé, faiblesse, naïveté. C'est toujours naïveté. Hein. Je vais devoir encore couper la vidéo, c'est dingue. Désolée, j'étais un peu perturbée parce que j'avais déjà lu, il y avait plein de choses et tout, le bruit, que je vais pas faire cette vidéo, bref. Désolée d'avoir fait plein de coupures. J'étais un peu perturbée parce que du coup la vidéo risque de durer longtemps là vu que je suis perturbée comme ça là. Alors le prochain, je vais quand même avoir l'autre. Alors il s'appelle... Aïe aïe, c'est quoi ce nom là? Oh, mais il faut pas mettre un i. Oh non mais je sais pas, comment prendre. Oh, c'est long, c'est long. On va se dépêcher. C'est long, voilà, c'est lui. Je le reconnais, je pense qu'il est dans le... Non, si, je le reconnais, je pense, je sais pas. On verra. Par contre, son nom, aidez-moi. Nanoshita. On va l'appeler Nanoshita, hein, parce que ça, ce nom, Eizaku, là, c'est compliqué. J'ai oublié de dire, mais c'est vrai que la qualité, elle est pas super et tout, mais comme là, je lis, vous avez juste besoin de voir les images. Alors, pas besoin d'avoir une qualité incroyable. Ok, son nom, comme on dit. On va juste l'appeler par son prénom, du coup. Son nom, pour le coup. Oula. Nanoshita était un photographe professionnel qui avait des difficultés financières pendant de nombreuses années. L'un de ses amis, bien qu'il ne possède presque aucune compétence réelle avec un appareil photo, a connu un énorme succès financier en vendant un ensemble de gravures, une collection de photos de beaux jeunes mannequins en bikini. Ok, bon, j'aurais pensé à une beau photo de paysage, mais d'accord. Cela a rendu furieux, ça coule là, furieux. J'ai passé des années de ma vie à travailler comme un fou et à essayer de maîtriser l'art de la photographie pour voir quelqu'un avec des compétences inférieures me surpasser simplement parce qu'il a pris des photos obscènes d'une prostituée. Ah oui, c'est vrai ça. Il avait l'impression que ces années de difficulté avaient été privées de tout sens. Amené à désabuser, Sakou décida d'abandonner ses idéaux et de simplement copier l'approche de son ami, plus d'efforts, plus d'art, juste l'exploitation de jeunes femmes. Mais il y avait un problème, il n'avait pas assez d'argent pour embaucher un modèle, il a donc conçu un plan. Avec ses dernières économies, il a payé un groupe d'écolières pour répandre une rumeur. Le test ultime de courage pour une fille est de passer une nuit dans l'asile d'aliens abandonné de la périphérie de la ville. Quoi? Il a campé à l'intérieur de l'asile et attendu. Pardon, qu'est-ce qu'il veut faire hein? Son plan a fonctionné parfaitement. Peu après minuit, une jeune femme s'est glissée à l'intérieur de l'asile. Il lui permis de s'enfoncer profondément dans le bâtiment avant de sortir de l'ombre et de lui barrer le chemin vers la sortie, brandissant un couteau, et lui ordonna de se déshabiller, de laisser la photographier. Terrifiée pour sa vie, elle s'est exécutée, grelottant dans ses sous-vêtements alors que l'asile résonnait du bruit. Et quand même, en guise de fond d'écran, quoi. Du fond, c'est pas beau, quoi. Bref, on fera des commentaires après. On a le bruit là de l'obturateur de son appareil photo et de ses rires alimentés par des visions de l'argent qu'il gagnerait en vendant les photos. Lorsqu'il a eu terminé, Sakou l'avertit que si elle se rendait à la police ou racontait à quelqu'un ce qui l'attendait à l'asile, il veillerait à ce que les photos se répandent partout. Horrifié par la menace de la ruine
public. La jeune fille garda le silence. La rumeur a persisté. Et la nuit suivante, une autre jeune fille sans méfiance s'est aventurée dans l'Asie et Izuku a répété le processus en rien de temps. Il a accumulé suffisamment de photos pour remplir presque entièrement un sac de sport. Mais Saku ne profiterait jamais de ses crimes. Un soir, alors qu'il attendait sa prochaine victime, une odeur de fumée lui emplit le nez. Il s'est retourné et a vu son sac de sport englouti par les flammes. Après s'être remis du choc d'un tel spectacle, il en déduisait rapidement ce qui avait dû se passer. L'une de ses victimes était revenue sous la couvert de l'obscurité et avait mis feu à son sac, détruisant les photographies et ruinant ses plans. Il a sprinté à travers l'asile dans un frémissement désespéré d'imposer une punition à la fille avant qu'elle ne s'échappe, mais il n'a même pas réussi à l'apercevoir. Elle a disparu dans la nuit avant qu'il ne puisse se venger. Isasaku bouillonnait de rage, refusant de partir les mains vides. Il est resté obstiné dans l'asile, déterminant à attendre d'autres victimes. Cependant, c'est une décision qui s'est avérée fatale. Quelques jours plus tard, l'une de ses victimes est revenue, cette fois armée d'un couteau. Isasaku se moqua. Il était fermement convaincu qu'il ne se laisserait jamais dominer par une fille, mais au moment où elle s'est jetée sur lui, sa confiance s'est évaporée. Ses mouvements étaient pratiqués et précis. Elle se battait comme quelqu'un qui avait passé des années avec une lame à la main. Elle se rendit compte qu'il avait gravement sous-estimé et se défendit avec toutes les forces qu'il pouvait rassembler. Un seul faux pas a fait tomber Isaku au sol, et quelques instants après que son corps ait touché le sol, la fille l'a coincé et l'a enfoncé son couteau encore et encore, le poignardant jusqu'à ce qu'il soit presque complètement méconnaissable. En tant qu'être humain, elle l'a laissé pourrir dans l'asile et il a finalement été découvert par une autre fille qui était venue tester son courage. Cette fille a signalé le cadavre à la police qui a enquêté sur sa mort et a tenté d'identifier le tueur, mais n'a jamais réussi. Après cela, la réputation de l'asile a changé. Peu de gens en parlaient encore comme d'un lieu d'épreuve de courage, mais avec le temps, une nouvelle rumeur a commencé à se répandre. Et j'entends dire qu'il y avait un fantôme qui hante l'asile d'aliénés abandonné. Apparemment, c'est l'esprit d'un mec qui est mort là-bas à la fin des années 80. Il a dû mourir de regret ou de l'agonie alors qu'il brûlait de haine. Si vous allez à l'asile après minuit, vous pouvez le voir. Il flotte dans les airs, couvert de coups de couteau, gémissant de douleur. C'est ainsi qu'en 2000, l'asile est redevenu une destination pour les jeunes amateurs des sensations fortes, désireux de prouver leur bravoure dans une épreuve de courage. Rôle antagoniste, ah ouais carrément. Statut mort, personnalité amère, apparence, asile d'aliénés abandonnés, faiblesse, l'envie de la cupidité. Alors, j'ai mes théories. Alors lui, on peut le voir, je crois. Non, asile. Parce que celle qui l'a tué, ça peut être très bien Ryoba, parce que c'est dans les années 1900. Ah non, mais c'est dans les années 1800. Parce que le photographe, là, je pense que c'est, vous savez, la dernière rivale, là, la toute dernière où on doit être ami avec elle. Bah, je pense, elle nous demande de brûler quelque chose chez lui, non? Je crois, non. Je m'en rappelle plus. Et, ok. D'accord, ensuite on a Dengo. Ah, 2000, et on a du coup le 2000. Et on a le... Ah, on a le 2007. Ah! Ok, alors déjà, c'est sûr qu'il a beaucoup changé entre 2007 et 2020 quelque chose. Il a beaucoup changé, on va pas se mentir. Hein. Il est beaucoup mieux comme ça, mais par contre, le cercueil, il en dit pas... Ah, le cercueil, il est pas bon. Dengo, bon ça va, son nom est assez facile quand même. Allez, on y va, on enchaîne. Dengo est né d'une mère gentille et d'un père dévoué qui s'est donné beaucoup de mal pour lui offrir une vie confortable. Malheureusement, il n'apprécierait pas le foyer chaleureux et aimant que ses parents essayaient de lui offrir. Il se sentait étouffé par sa mère et les tentatives persistantes de son père pour se rapprocher de lui, peut-être parce qu'il essayait si fort de faire partir de sa... Il essayait
si fort de faire partie de sa vie. Il ne voulait rien avoir à faire avec eux. Il est devenu un jeune homme rebelle qui défiait les figures d'autorité à chaque occasion et à un moment où il a atteint l'adolescence, il était un délinquant juvénile. Coup de sort, Dengo a vécu une expérience très spécifique à l'adolescence qui reflétait presque parfaitement la vie de son père. Au lycée, il est tombé amoureux d'une belle jeune femme qui l'a motivé à abandonner le mode de vie délinquant et à prendre la vie plus au sérieux afin de pouvoir fonder une famille avec elle. C'était une étrange coïncidence, mais cela ne l'a pas rapproché de son père. Au contraire, il détestait tellement son père que lorsqu'il a épousé son amour de lycée, il a pris son nom de famille juste pour avoir un lien de moins avec ses parents. Une série de tragédies s'est succédé rapidement. Juste au moment où il commençait à réaliser à quel point il avait été un fils ingrat, sa mère est morte, le privant à jamais de la possibilité d'établir un lien significatif avec elle. Un an plus tard, alors que Denko avait presque trouvé le courage de tendre la main à son père, dont il était séparé, de tenter de réparer leur relation endommagée, son père est décédé sur son lieu de travail, laissant les excuses soigneuses répétées de Denko à jamais non dites. Waouh, ah non, ça c'est violent. Hein. Mais le pire événement de sa vie est survenu au moment quand il était censé être le plus heureux. Sa femme est décédée presque immédiatement après l'accouchement de suite. Des complications médicales graves et inattendues. C'est ce qui l'a vraiment brisé. Après une telle expérience, il se serait tout simplement suicidé s'il n'avait pas eu une chose. Avant sa mort, les derniers mots de sa femme ont été « Prends soin de notre fille ». Malgré son envie de mourir, Dengo s'est forcé à rester en vie pour honorer le dernier souhait de sa femme. Cependant, peu importe à quel point il était incapable d'aimer sa fille. Chaque fois qu'il la regardait, il ne pouvait avoir qu'une seule pensée. Tu l'as tuée, elle est morte à cause de toi. Oh, putain. Au lieu de percevoir sa fille comme la seule partie de ma femme qui existe encore dans ce monde, il ne pouvait voir qu'un vide béant là où sa femme était censée être. Le père de Dengo avait exercé un emploi haut risque et avait rédigé un testament avant sa mort. Malgré leur relation attachée, le père de Dengo voulait toujours laisser ses biens terrestres à son fils et parce qu'il était extrêmement bien payé par ses employés. Cela signifiait que Dengo héritait d'une somme d'argent substantielle. Il utilisait la fortune de son père pour se distraire de ses regrets et de son chagrin et passer ses journées à s'abandonner à des passe-temps coûteux et à manger somptueusement. C'est pas cool, c'est pas bien. Avec une telle richesse, Dingo est devenu accro à une vie d'accès en ne voyant aucune raison de chercher un emploi. Cependant, 10 ans après la naissance de sa fille, l'argent de son père s'est finalement épuisé en raison de sa paresse et son manque d'expérience professionnelle et de son attitude extrêmement négative. Il lui était très difficile de trouver un emploi rémunérateur. Il n'a jamais pu trouver que des emplois à temps partiel très peu rémunérés et l'argent qu'il gagnait, il le dépensait rapidement en l'alcool. En conséquence, un homme qui vivait autrefois comme un roi est tombé dans la pauvreté. Mais qu'il soit riche ou pauvre, un aspect de sa vie est resté constant. La présence de sa fille, peu importe le nombre d'années qui passaient, il se sentait toujours consumé par la douleur et le dégoût chaque fois qu'il la regardait. Lorsqu'il se mettait en colère ou était frustré, il s'en prenait souvent à elle. Souviens-toi, tu as tué ta mère, tu as une honte depuis le moment. Tu as été une honte depuis le moment où tu es né. Ses abus n'étaient pas seulement verbaux mais aussi physiques. Il la frappait de nombreuses reprises tout au long de son enfance, lui donnant 2 coups au visage avec une bouteille de bière cassée, laissant une cicatrice permanente. 2 autres enfants se moquaient souvent d'elle parce qu'elle était constamment couverte de bandages et d'enchymoses, ce qui l'empêchait de se faire des amis. Cela a conduit à l'intimidation qui a conduit à des bagarres, ce qui l'a progressivement transformée en une personne plus expérimentée dans les coups de poing que dans la socialisation. Elle est devenue une fille qui parlait rarement, qui restait à l'écart des autres et qui s'efforçait d'être aussi intimidante et imposante que possible pour éviter que quiconque la voie comme une cible facile. À cause de ses traits, elle avait souvent des ennuis à l'école, ce qui n'a fait que donner à son père plus de raisons de lui crier dessus. Elle entendait d'innombrables fois la même mot de sa part, inutile, sans valeur. On lui disait souvent qu'elle n'avait aucune valeur, que sa vie n'aboutirait jamais à rien. Ces mots l'ont profondément blessée, mais avec le temps, cette douleur s'est transformée en quelque chose d'autre. La motivation, un désir de prouver à son père qu'il avait tort, un désir de faire quelque chose d'elle-même pour devenir si prospère que son père n'aurait d'autre choix que de la regarder et de se rendre
que contre toute attente, elle était devenue quelqu'un qui avait réussi, respectable, quelqu'un qui ne pouvait tout simplement pas insulter. Je deviendrai plus fort que lui, je sortirai diplômé d'une meilleure école que lui. Et contrairement à lui, je n'hériterai pas d'argent, je le gagnerai en travaillant dur. Dès qu'elle a atteint l'âge légal pour travailler à 15 ans, elle a immédiatement commencé à s'occuper de 2 emplois partiels, à temps partiel. Lorsqu'elle ne travaillait pas, elle étudiait ou développait ses muscles. L'un lui facilitait l'entrée à l'école qu'elle visait et l'autre rendait plus difficile pour son père de lever la main contre elle. Finalement, le jour est venu, après 2 ans de labeur, elle avait enfin économisé assez d'argent pour payer les frais de sa scolarité de la prestigieuse école que son grand-père avait autrefois fréquentée. Confiante d'avoir suffisamment étudié, elle franchit la porte de l'académie et comme l'examen d'entrée notoirement difficile, déterminée à prouver qu'elle y ait sa place. Rôle papa mauvais payeur. Statut vivant. Oh, je suis bête, on parle de vivant. Ah, il est vivant toujours. Personnalité alcoolique, paresseux, apparence aucun, faiblesse lui-même. Mais du coup, c'est qui? Parce que la fille, du coup, elle va à l'académie là. Après, quelle est sa place? Mais du coup, c'est qui? Au début, j'aurais pu penser que ce serait Osoro, mais non. Tu sais, elle avait des cicatrices et tout. Mais non, alors en vrai, ce serait qui? Bon, bah, du coup, c'est la fin de la vidéo. 21 minutes, tout ça pour ces, j'avais dit, petites vidéos. Je pense qu'on va arrêter de parler. On va vite arrêter là. Et on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Bon, j'avoue, j'ai beaucoup parlé au début et tout. J'ai beaucoup parlé, je suis désolée. Mais aussi, c'était assez long le dernier quand même et tout. Mais en vrai, c'est bien, hein. La fille, ce qu'elle a fait, c'est grave bien. Je voudrais tellement savoir c'est qui en vrai. Parce qu'elle est dans l'académie. Et son père est toujours vivant. C'est-à-dire qu'elle, elle est encore comme ça, tu vois. Alors, j'ai envie de savoir. J'espère qu'il y aura d'autres informations à l'avenir sur les autres persos du coup. Je vais pas parler plus longtemps parce que déjà 22 minutes pour une petite vidéo comme ça. Au revoir pour notre vidéo.